Bon. Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue pour cette conférence de presse qui va annoncer la sélection. Sélectionner, si je m'en souviens bien, c'est accepter de voir des films dans de mauvaises conditions. Souvent pas finis, sans les ambiances, les effets spéciaux, sans la musique ou pire, avec une musique provisoire. Parfois sans les sous-titres ou pire, la voix du traducteur se faufilant dans les silences du dialogue. Sélectionner, c'est s'obliger d'en voir plusieurs à la queue leu-leu, avec le risque, en fin de journée, de sous-estimer tel film par fatigue ou de surestimer tel autre par comparaison. C'est assumer une succession de déconvenus. Un film ne vient plus, un film s'écroule au bout d'une heure, un film qui avait plu à l'ensemble du comité obtient à Cannes des réactions mitigées. Bref, c'est se livrer à une salve d'émotions contradictoires qui font penser aux directeurs de festivals au bord de la crise de nerfs que la sélection idéale n'existe pas. Et pourtant si, elle existe. La sélection idéale a été inventée par quelqu'un qui n'était pas sélectionneur, mais amoureux du cinéma, ce qui n'est pas incompatible. Il s'agit de Julio Cortázar, grand écrivain franco-argentin, né en Belgique, comme chacun sait. Une de ses nouvelles les plus cinéphiles s'intitule « Nous l'aimons tant, Glenda ». Glenda Garson, je dis bien Garson, y est une actrice célèbre, à l'égal des Marilyn, Sylvana et autres Anouk. Un club des amis de Glenda se crée. Il ne vit que pour elle, n'admettant sur son talent ni réserve ni doute. Mais peu à peu, la faiblesse des mises en scène leur devient insupportable. Il faut faire quelque chose. Il se procure la totalité de ses films afin de corriger la moindre imperfection. Il trouve un labo, l'argent. Le plus difficile est de décider entre eux des changements, des coupures, des modifications de montage et de rythme. À la ressortie des films, personne ne s'aperçoit de la supercherie, à part un lecteur du Times et un critique de la Opinion. Le club a ainsi acquis la certitude d'avoir atteint la perfection définitive. À l'instar des membres de ce club, vous allez sûrement vous écrier en chœur, reconnaissant à celui qui ramène des films trop longs à des durées physiologiquement acceptables, nous l'aimons tant, Thierry. Je vous remercie. Je voudrais dire qu'une sélection cannoise, c'est un double rendez-vous. Un rendez-vous avec ceux que vous appelez les habitués, expression qui nous gêne toujours, parce que ce ne sont pas les habitués, ce sont des grands cinéastes qui donnent rendez-vous et nous permettent de leur donner rendez-vous, de vous donner rendez-vous avec leur travail. Et évidemment, ce sont les noms qui circulent très souvent, parce que par définition, les gens dont on peut penser qu'ils seront à Cannes sont des gens connus et des gens qui sont fidèles au festival. Mais le deuxième rendez-vous, c'est aussi avec de jeunes cinéastes, avec des cinéastes inconnus, avec des gens dont on a plaisir à mettre le nom sur la carte et à encourager les premiers pas, les premiers films, ou les deuxièmes ou troisièmes films. Et la sélection est composée quasiment à l'équilibre, voire plus en faveur des nouveaux venus, contrairement à ce que les apparences de la compétition, les annonces qui ont lieu sur la compétition, pouvaient laisser croire. Je voudrais dire également que le numérique, la civilisation numérique dans laquelle nous vivons, continue de modifier les habitudes. Et quand autrefois un film était en retard, il était en retard au mois de janvier. Et au mois de janvier, il devait nous présenter pour que la durée de la post-production puisse lui permettre à ce film d'être prêt au mois d'avril et en particulier au mois de mai. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le numérique permet au film de se présenter de façon extrêmement tardive, ce qui n'est pas sans poser des problèmes dans le processus de sélection et dans les embouteillages auxquels nous avons à faire face dans les derniers jours, dans les dernières semaines de cette sélection.
Ici donc, la sélection 2014. Je commence par les séances spéciales. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais commencer par la compétition, qui vous aurait vu immédiatement fuir cet endroit pour commencer à l'annoncer. Les séances spéciales sont principalement composées de documentaires et de films qu'on a envie de montrer et dont on a envie de dire, et vous allez voir pourquoi, l'urgence et la façon dont certains cinéastes à travers le monde font des films en prise directe avec l'actualité. C'est le cas du cinéaste syrien Oussama Mohamed, qu'on avait accueilli pour un film qui s'appelle Le Sacrifice. Son film s'appelle Eau argentée, et c'est un film qui dit, à travers les reportages qui ont été faits dans la presse et les images qu'on a vues Internet, ce qu'est la situation syrienne depuis 3 ans que le pays est en guerre. Il en va de même pour Sergueï Loznitsa, dont vous connaissez le travail de fiction qu'on a montré en compétition, mais vous ignorez pas qu'il est également un grand documentariste. Il a commencé sa carrière comme ça, et il a posé sa caméra place Maïdan. Le film s'appelle Maïdan, à Kiev, en Ukraine, et c'est un film évidemment qui dit beaucoup de ce qui s'est passé dans les derniers mois à Kiev, mais le film a été arrêté dans un premier temps en mars pour permettre de faire le montage. Évidemment, il se passe des choses chaque jour, et Sergueï Loznitsa va continuer autant qu'il le pourra, et jusqu'à la présentation du film à Cannes, à enrichir son film de ce qui se passe, comme vous le savez, de tragique et de politique et de tragique du côté de l'Ukraine. On change de registre, mais pas complètement, puisqu'on reste dans les pays de l'Est. Polski, Gabé Polski, a fait un film qui s'appelle Red Army. Et là, on n'est pas dans un pays de guerre. Red Army, c'était le nom d'une équipe de hockey sur glace russe, à l'époque où les jeunes hockeyeurs russes, formés par des entraîneurs dont on savait l'intransigeance et l'exigence, donnaient le meilleur d'eux-mêmes pour l'amour du drapeau de Staline et de Brejnev. Et c'était à l'époque où l'équipe de hockey russe tapait régulièrement les hockeyeurs américains et canadiens, et à travers un personnage particulier qui finalement a fini quand même par finir sa carrière en NHL. Et c'est un voyage à travers un imaginaire, un romanesque, une chose dont les jeunes gens d'aujourd'hui ignorent que ça a pu même exister à l'époque où le monde était coupé en deux, et en particulier l'Europe. Et on verra toute cette imagerie russe et soviétique, les maillots CCCCP, en parlant de ça. Et ce film donc s'appelle Red Army. Je vais vous donner maintenant la liste de la compétition par ordre alphabétique, ou quasiment. C'est pour l'instant 18 films que nous avons en compétition. Il y en avait 20 l'année dernière. Il y a un jour de moins. Il n'est pas exclu qu'un film soit rajouté parmi les compléments que nous avons évoqués. Par ordre alphabétique des noms de famille, je commence par 2 Français. Olivier Assayas pour un film qui s'appelle Sils Maria, avec Juliette Binoche et Kristen Stewart. C'est un retour d'Olivier Assayas en compétition, où il n'est pas venu depuis quelques temps. On ne peut pas complètement le considérer comme un habitué. Il n'a pas encore atteint le score de Bergman, d'Antonioni ou de Ken Loach par la fréquence de sa présence sur la croisette. Le deuxième film que je vous annonce, qui est également un deuxième film français, c'est le film de Bertrand Bonello, qui s'appelle Saint-Laurent, et donc pas Yves Saint-Laurent, par rapport à un autre film qui s'appelait Yves Saint-Laurent. Et dans ce film-là, c'est Gaspard Huliel, Louis Garrel et Jérémy Régnier, plus une surprise de casting que je ne vais pas vous révéler parce qu'elle l'a été pour nous. J'aimerais que vous puissiez vous boucher les oreilles et les yeux d'ici à ce que le film vous soit montré, afin que cet effet de surprise joue à plein sur les futurs spectateurs du film. Le film de Nourri Bilge-Ceylan, Sommeil d'hiver. Nourri a l'habitude de venir présenter ses films sur la croisette. Nous avons l'habitude de prendre énormément de temps pour lui faire des réponses. Il y est habitué. C'est un film de 3h16 et c'est une œuvre qui, comme d'autres dans cette sélection, témoigne de ce que le cinéma d'auteur, au sens traditionnel du terme, si j'ose dire, pas au sens cinématographique du terme, au sens quasiment littéraire du terme, continue d'exister. Des hommes, ailleurs de tout, dans une certaine solitude, parce qu'il est devenu le producteur de ces films,
très soutenu par Memento pour la distribution française, qui lui avait permis, à Il était une fois en Anatolie d'accéder au plus grand nombre de spectateurs. Mais un homme, dans une certaine solitude, continue de faire des films. Là, ce sommeil d'hiver, c'est un hiver turc de la Turquie profonde. On n'est pas dans une ville, on n'est pas à Istanbul, on n'est pas à Ankara. Là aussi, on plonge au cœur de la société turque. On essaiera de vous mettre ça en début de festival. 2 jours et 1 nuit, c'est le film de Jean-Pierre et Luc Dardenne. C'est un peu un western belge. Là, je laisse 3 secondes pour que vous vous demandiez ce que c'est qu'un western belge. C'est un western belge parce que ça fait un peu penser à comment ça s'appelait, le film de Fred Zinman, Le train sifflera 3 fois. Au train sifflera 3 fois, et c'est un film qui accueille dans l'univers du cinéma des 2 frères, Marion Cotillard. Et le film des Dardennes s'appelle 2 jours, 1 nuit. Et il sera suivi par le film, il est suivi sur cette liste par le film qui s'appelle Momie, et c'est l'entrée en compétition de Xavier Dolan. Il est indiqué 2h20, le film ne fait pas 2h20, il est un peu plus court, il fait un peu plus de 2 heures, et c'est un film tout à fait typique de l'effervescence du cinéma de Xavier Dolan, de ce jeune cinéaste qui en est déjà à son 4e long métrage avant l'âge de 25 ans, et qui est un film par certains côtés extrêmement foisonnant, baroque, audacieux, qui va être adoré autant qu'exaspéré. En tout cas, c'est ce que lui espère, tant sa proposition de cinéma, il entend qu'elle soit extrêmement large et qu'elle suscite le plus de réactions possible. C'est aussi la raison pour laquelle ce film est en compétition. On est heureux, après l'avoir accueilli 2 fois au Certain Regard, de pouvoir mettre son travail en compétition. Je garde 2 secondes d'attente pour dire que le prochain film que je vous annonce, c'est le retour de Jean-Luc Godard à Cannes et le retour de Jean-Luc Godard en compétition. C'est un film tout à fait extraordinaire, d'1h10, et c'est un film qu'on est évidemment heureux non seulement de présenter, mais de présenter dans le cadre de la compétition. Jean-Luc a promis d'être là, ce qui ne veut rien dire. Mais en tout cas, on est heureux d'accueillir l'un des représentants les plus éminents de la nouvelle vague, du cinéma éternel, de l'histoire du cinéma, The Search. Et comme son titre ne l'indique pas, un film français, c'est le film de la 3e entrée française en compétition, c'est le film de Michel Hazanavicius, dont évidemment chacun sait que sa dernière apparition cannoise avait fait des étincelles, pas seulement sur la Croisette, mais également sur Hollywood Boulevard lors de la cérémonie des Oscars. C'est un film évidemment complètement différent. C'est un film de guerre. En tout cas, c'est un film sur le théâtre de la guerre, et d'une guerre qui n'est pas une guerre connue, puisque c'est la guerre en Tchétchénie. On s'est dit, quand on a vu le film, que c'était un film de guerre qui ne parlait pas anglais. C'est un film où la guerre n'était pas une guerre dont le langage était anglais, mais le langage est le russe et le tchétchène. Et c'est un film évidemment complètement différent du travail habituel de Michel Hazanavicius. C'est un film d'une grande ampleur et dont on a pensé qu'il était important de le faire connaître. Et j'espère que vous aimerez également ce film autant que nous l'avons aimé. The Homesman, c'est la 2e fois que Tommy Lee Jones fait un film de long métrage pour le cinéma. Il avait fait un film de télévision, et c'est la 2e fois qu'il revient à Cannes en compétition. La dernière fois, ça s'appelait 3 enterrements, et là, c'est un film qui le verra évoluer aux côtés de Hilary Swank. Le film sortira également pendant Cannes. Il est produit par Michael Fitzgerald et coproduit par Luc Besson, sera distribué par EuropaCorp. Relatos Salvajes, c'est un film argentin coproduit par l'Espagne. Et quelle Espagne? LDCO, la société de production de Pedro Almodóvar et Esther Garcia. Et le réalisateur de ce film s'appelle Damián Cifrón. C'est un Argentin. C'est un film tourné en Argentine. C'est un film à sketch. Donc, toujours, dès qu'il y a un film à sketch, à ce moment-là, il y a toujours les premiers commentaires où les gens sortent disant c'est bien, mais c'est illégal. C'est un sketch. Bon. Mais là, c'est un sketch du même metteur en scène. Et les sketchs, d'une certaine façon, s'additionnent pour former un ensemble très cohérent, ou plutôt très incohérent,
puisque c'est un film complètement fou dans le mode de narration, les sujets, un espèce, puisqu'on évoquait Cortázar, une espèce de surréalisme qui est celui du Rio de la Plata, et ils font de ce jeune cinéaste une première entrée. C'est un film aussi qui devrait réveiller la croisette. Et puis, le dernier film de la compétition s'appelle Léviathan, et c'est le film d'Andrei Zagintsev, qui avait surgi dans le paysage mondial avec un très beau premier film qui s'appelle Le Retour, qui avait gagné le Lion d'Or chez nos collègues de Venise, et que l'on avait accueilli à Cannes pour son deuxième film qui était Le Bannissement, puis pour Elena, mais qui n'était pas en compétition. Là, c'est en compétition. Ça s'appelle Léviathan, et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, de ces cinéastes qui se disent que s'ils prennent la caméra, il faut que ça soit aussi utilisé pour dire la vie, le monde, les gens. Nos sociétés, en l'occurrence à travers sa société, ce qu'est le monde, et là encore, on n'est pas à Moscou, on n'est pas en Russie, on est dans une petite ville non identifiée, au cœur de la Russie, où quelques personnages sont en proie à quelques pouvoirs qui sont les mêmes dans tous les pays du monde, et décrits là de façon russe, c'est-à-dire le pouvoir politique, le pouvoir policier, le pouvoir judiciaire, le pouvoir religieux, le pouvoir de l'amour, etc., etc. Et on est content d'accueillir Andrei Zagintsev, qui est l'une des grandes émergences russes de ces dernières années, qui n'en a pas connu beaucoup. Voilà cette sélection, dont le bon envoi sera donné par le film d'ouverture, mercredi 15 mai. Merci de m'avoir écouté si attentivement.